Nous allons maintenant aborder le sujet des contrôles et des vérifications. Aujourd'hui, la paye n'est plus juste un sujet administratif. Et puis, on l'a dit, hein, une erreur peut coûter cher socialement, financièrement, sans parler de la pression avec la DSN, la conformité, l'automatisation, l'IA. On va parler de tout ça. Et pour ce faire, je suis très heureux d'accueillir, sous vos applaudissements, Dorothée Lefebvre, Magali Covin et Frédéric Hulen. Salut Dorothée. Devinez quoi? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour Fred, bonjour à tous. Magali Covin, cabinet Altea. Ça fait 20 ans que le cabinet existe. On est spécialisé sur des projets de stratégie d'accompagnement, notamment sur la paye et la RH. Et je suis ravie de parler pendant ces quelques minutes avec vous de ce sujet si important. Alors vous avez... Voilà. Frédéric Hulen, je suis consultant en SIRH spécialisé dans les solutions de Cégide depuis à peu près 25 ans dans le métier de la paye. Et Dorothée Lefebvre, je suis HR Team Leader au sein du service paye de Cégide, donc pour les salariés de Cégide. Voilà. Question, pourquoi 2025, le contrôle de la paie est devenu pratiquement un enjeu stratégique encore plus fort qu'avant? Je pourrais poser la question en 2026, hein, je dirais la même chose sur 2025. C'est probable. Oui, c'est un peu ça. Nous, on est un peu la fin de session, donc on peut faire un petit wrap-up de tout ce qui s'est dit. Mais Hein. rapper. On va rapper efficace et un peu donner de l'innovation, mais c'est clair qu'on a compris aujourd'hui qu'il y avait quand même des problématiques à la fois financières, qu'on imagine bien, la stratégie de la paye, les réponses que vous apportez, on voit bien que c'est un enjeu clair qu'il faut traiter. 1 euro et 1% d'écart, ça fait forcément sur la masse des conséquences très claires, à la fois d'un point de vue organisme, d'un point de vue finance interne, mais aussi d'un point de vue salarié. Le deuxième point, c'est l'aspect humain, où forcément, 1 euro d'écart sur un salarié, ça ne lui plaît pas, et ça vous fait du questionnement et du travail derrière. Et d'un point de vue technique, parce que je pense qu'on l'a assez répété, le sujet DSN, mais on va encore en parler un peu, il y a forcément cet impact de délai de traitement, d'enjeux, de devoir traiter dans les temps, dans l'urgence parfois, mais surtout de façon qualitative, les DSN. Donc la loi de simplification de 2012, on est bien dedans, et effectivement, on pourrait peut-être l'appeler autrement, on verra. Je te rejoins entièrement en parlant de la DSN. C'est aujourd'hui devenu extrêmement important de maîtriser les données qui sont envoyées dans la DSN. Elles sont source de tous les droits des salariés. Donc derrière la paye, il y a la DSN aujourd'hui qui prend une ampleur phénoménale. Et donc c'est important de bien être aligné là-dessus. Oui, et puis la paye aussi, c'est un sujet très sensible, hein, tout ce qui touche à l'argent, voilà, en France essentiellement. Donc c'est vrai que la moindre erreur, elle est passée au microscope par les collaborateurs, par nous aussi, par la direction. Et donc chaque mois, il faut être fiable pour éviter les régularisations, pour aussi garder ce climat de confiance, parce que une erreur, c'est aussi un petit peu une perte de confiance dans notre service. Et justement, on se doit d'apporter une qualité de service aux collaborateurs, enfin à nos salariés, à la direction et également auprès des organismes aussi via les déclarations. Alors maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, a changé la donne ces dernières années là, pour rendre ces contrôles essentiels? Alors, la paye a beaucoup évolué. Moi qui ai connu la paye il y a 20-25 ans déjà, on contrôlait les payes un petit peu à l'œil, avec le stabilo jaune, comme on disait ce matin. Julia nous a expliqué. Feuille à feuille, on Elle était imprimait très ça. Voilà. Aujourd'hui, le métier s'est professionnalisé. On a des formations, on a des diplômes de gestionnaire paye. Le métier, clairement, a beaucoup évolué avec l'arrivée aussi de la digitalisation, la dématérialisation de la paye. Et l'intelligence artificielle aussi qui arrive à grands pas pour nous aider là-dedans. Donc clairement, tout ça, ça a profondément changé le métier. Oui, et puis c'est vrai qu'on l'a évoqué déjà, mais aujourd'hui on n'est plus sur le même métier qu'il y a 20 ans. Moi aussi j'ai connu les listings et les DADS sur Vous le avez dos. connu le fax? Oui, j'ai connu le fax, le Minitel, oui. Je ne cache pas mes cheveux blancs, mais il y en a. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'aujourd'hui considérer que ce poste de gestionnaire, responsable paye, est quand même un poste qui a été un petit peu interfacé aujourd'hui. On est interfacé entre les services quand on est gestionnaire, il faut communiquer malheureusement avec les comptables et la finance
plaisanterie. Mais il faut aussi communiquer avec les managers, il faut communiquer avec les salariés, et il faut aussi être devenu parfois un peu geek pour arriver à décoder les erreurs des fameuses DSN. Donc c'est un métier très polyvalent, on comprend l'attractivité qu'il a. Mais ce qui change la donne, voilà, c'est le côté instantanéité de la donnée et de la DSN aussi, qui fait qu'on ne peut plus attendre. À la question tout à l'heure d'Isabelle, si je ne me trompe pas, sur la thématique du délai d'un mois. Un mois, pour certains, c'est 30 jours, en paye, c'est au mieux 22. Donc voilà, on ne vous souhaite pas de travailler le week-end, donc c'est très court. Bien sûr. Et puis ces dernières années, surtout, c'est la DSN qui a changé beaucoup de choses, puisqu'avant, on n'était pas obligé de passer par un logiciel de paye pour faire des payes. Et c'est vrai que maintenant, il y a cette obligation-là. Toute entreprise, même qui a juste un salarié, doit passer par un logiciel de paye pour justement toutes ces réglementations de déclaration. Quelles sont les erreurs de paye les plus fréquentes aujourd'hui? Alors j'ai envie de rappeler une première chose. Et il nous reste, on n'a que 5 minutes. Hein. Ça va rentrer, ne vous inquiétez Ça pas. va aller? La paye en France, faut le rappeler quand même, c'est le pays où la paye est la plus complexe au monde. Donc on part quand même d'une législation très riche, en constante évolution, donc on a forcément des erreurs. Il y a une partie informatique, de paramétrage, mais aussi une partie humaine aujourd'hui qui impacte tout ça. Donc le métier aujourd'hui a évolué et prend conscience que la qualité de la paye est essentielle, et on retrouve malgré tout encore des anomalies, principalement dans la paye. De ce que je vois, c'est dans les allègements de charges, réduction générale de cotisation, où les formules sont quand même assez complexes et intègrent pas mal de variables. On sait d'ailleurs que ça change encore pour 2026 avec l'intégration même dans la formule de la puissance. Ceux qui ne l'ont pas vu, ça vient de sortir. Donc des défis aussi pour nous, pour intégrer toutes ces évolutions et intégrer la bonne compréhension de tous ces calculs. Et bien sûr la DSN qui a rajouté une dimension certes de simplification à la base, mais qui agrège de plus en plus de données avec leur complexité et les CRM qui ne sont pas toujours très explicites pour un gestionnaire paye qui doit savoir les corriger. C'est sûr que l'aspect erreur, il est multiple, on en parlait, mais le fait de savoir qu'est-ce qui rentre dans le bulletin de paye, c'est issu d'outils, on parlait des pigeons voyageurs, je dis souvent ça moi-même. Mais c'est vrai qu'on a ces flux, on a ce gestionnaire qui reçoit de la matière, qui essaye de la traiter. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais la paye, elle est en bout de chaîne. Donc, alors, évidemment, il y a la compta derrière, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Mais effectivement, le fait d'être en bout de chaîne fait que vous êtes finalement responsable, en tout cas affiché sur le bulletin, de quelque chose dont parfois vous n'avez pas la main, pas la maîtrise. Donc l'erreur, elle est souvent en amont, parce que bien sûr, elle n'est pas dans HRU, c'est naturellement logique. Non, je plaisante. Mais effectivement, les paramétrages sont souvent plutôt corrects. Par contre, l'alimentation de tout ce qui est dans le brut ou dans le net, ça, il faut quand même le contrôler aussi. Effectivement, du moment où il y a intervention humaine, saisie de variables, il y a risque d'erreur aussi. Les erreurs, ça peut être en interne, en saisie, mais ça peut être aussi des erreurs liées à des traitements après la DSN. Je vais prendre l'exemple aussi des organismes, par exemple, pour en citer un, celui qu'on a, donc l'ESIA pour la retraite. Quand on fait une régularisation avec un montant négatif, en fait, l'ESIA ne peut pas le prendre en compte. Donc après, ça veut dire qu'il faut attendre les résultats dans DSN fiable, analyse, pour après la traiter. Donc voilà, ça génère beaucoup de travail administratif, de suivi, de retraitement. Et du coup, ça s'ajoute aussi au quotidien. Vous voulez revenir sur peut-être l'évolution des réglementations qui changent énormément en France. Vous preniez comme exemple sur ce qu'on avait préparé avec des mesures rétroactives, c'est ça? Oui, on en a parlé ce matin, je ne voulais pas faire une redite, mais effectivement, en avril, on a eu de la loi de finances qui est venue rappeler des nouvelles règles sur les allègements de charges qui ont obligé à faire des calculs rétroactifs sur les payes de janvier. Donc voilà, ça nécessite aussi une bonne compréhension et des logiciels capables de faire ces calculs rétroactifs pour régulariser tous ces changements. Vous parliez également aussi, Magali, le stress induit par les échecs de DSN en fin de mois. C'était... Ah oui, tout à fait. On a des exemples de clients qui font ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ne pas corriger sa DSN en amont du jour du virement reste quand même une mauvaise pratique, parce qu'on sent le stress. On accompagne, nous, souvent nos clients, pas que dans ces situations-là, mais parfois dans des situations de burn-out, parce que l'entonnoir est trop lourd sur la fin d'année, si le volume ou l'équipe n'est pas assez staffée. Et c'est vrai que ça demande, mais c'est plutôt des bonnes pratiques que des erreurs en soi, mais ça demande une bonne anticipation de tout ce qu'il faut comme briques
pour implémenter une paye successful, une bonne paye. Alors, Sans quelles jeu de sont mots. maintenant vos best practices pour devenir, parce que je vous rappelle le titre, un super-héros du contrôle paye? Bon, est-ce qu'on met une cape déjà de base? Je pense Si qu'il vous faut. voulez, il y en a qui mettent des casquettes alors. On aurait dû Ouais. venir comme ça, hein, je pense. Blague à part, effectivement, il y en a là aussi, un peu comme je démarrais, hein, un volet déjà naturellement organisationnel, un volet de structuration d'outils aussi. On a parlé de l'IA, mais il n'y a vraiment pas que ça. Mais c'est sûr que l'organisation autour des erreurs à ne pas faire, le fait de prendre le temps en amont, de bien connaître le qui fait quoi, de faire un RACI. Nous, chez Altea, on a aussi des outils qui permettent soit de réfléchir à la mise à plat des règles, parce que mathématiquement, le fait de ne pas chercher tous les mois, au fait, c'est combien et c'est qui est éligible, ça permet de structurer par des plateformes d'accès en SaaS aussi de l'information sur comment je structure, pour quel périmètre j'applique telle règle. Donc le fait d'être bien encadré, bien entouré aussi, ça a été dit tout à l'heure par Patricia, faut pas hésiter à dire bah là je suis toute seule, j'ai 2000 payes, quid, que faire? Donc il y a évidemment les éditeurs, il y a aussi des cabinets comme le nôtre qui peuvent accompagner, qui peuvent aider. Et c'est sûr qu'en bonne pratique, j'ai parlé de l'organisation, j'ai parlé de la partie aide extérieure, il faut aussi prendre un petit peu de recul sur comment je forme bien, et là je ne m'adresse pas qu'aux gestionnaires, qui souvent sont demandeurs, mais aussi aux responsables et à leurs managers. Il est très important aussi de ne pas sous-estimer l'encadrement externe, j'allais dire, par des sites d'abonnement à la veille, par le fait aussi de prester des formations sur l'outil. J'arrive parfois moi en mission et on me dit ah bah non, on m'a jamais formé à l'outil de paye et puis on m'a jamais formé à l'outil de GTA. Bon, bah bonne chance. Euh, et dans le meilleur des cas, c'est tout à l'heure, on parlait d'ergonomie, bah, ils n'ont qu'un ordinateur, qu'un écran, et il faut qu'ils se débrouillent avec 3 outils différents pour contrôler. Je pense qu'il y en a dans la salle qui ont peut-être connu ça il y a quelques temps. On est dans un univers où il faut quand même être bien doté pour s'en sortir en paye, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de réglementaires à maîtriser, donc il faut être à l'aise au moins avec la partie administrative, j'allais dire, et logistique. Frédéric? J'ai listé 5 best practices que j'ai pu expérimenter dans mon passé. Le premier qui me paraît essentiel, c'est les contrôles en amont de la saisie des dossiers du collaborateur. C'est dès la saisie première dans le SIRH, que ce soit via l'onboarding ou le contrat de travail, c'est s'assurer que la donnée est fiable et juste. Soit le numéro de sécu, le RIB. On peut plus se permettre aujourd'hui de rentrer une mauvaise donnée. Ça perd énormément de temps derrière si on l'a vu. La deuxième chose, c'est maîtriser aussi et mettre en place les outils de contrôle qui sont intégrés dans les logiciels de paye, hein. On parle de diagnostic d'erreur, par exemple, dans CPU ou RHPI. Tout ce qui est rapport d'anomalie, c'est souvent sous-exploité et mal connu ou mal paramétré. Et du coup, on n'exploite pas le potentiel des logiciels de paye. Puis ensuite, les choses un peu plus classiques, c'est s'assurer que tous les gestionnaires de paye ou toute l'équipe assurent les mêmes contrôles, hein, avec une checklist précise de la façon de faire et de ne pas finalement laisser un peu au feeling de chaque gestionnaire la façon dont il a l'habitude de contrôler sa paye. C'est comme ça qu'on se rend compte que certains font des choses que d'autres ne font pas. Et parfois, certains font des choses qu'il ne faudrait même pas faire, qui sont plus à vérifier parce que l'anomalie n'existe plus ou n'est plus d'actualité. Autre chose aussi qu'on voit souvent, malheureusement, c'est le forçage des rubriques. Ça va vous parler un petit peu à certains. Le forçage Le forçage des rubriques de paye, ça parle aux gestionnaires plutôt. Mais quand on vient forcer un résultat de calcul de paye, notamment dans les cotisations sur les logiciels de paye, certes, c'est la façon la plus rapide et la plus simple a priori de corriger quand on est dans l'urgence. Mais derrière, il faut bien se dire une chose, c'est que l'anomalie, elle n'est pas corrigée pour le futur. Donc, bien intégrer ça pour le faire développer, le corriger par votre éditeur le mois d'après pour ne plus reproduire cette anomalie. Et l'inconvénient aussi du forçage, c'est que souvent, l'impact, il est sur les mois suivants aussi, hein. Vous forcez une base, derrière, les calculs de tranches ne se font plus correctement. Donc, ça, c'est à éviter au maximum. Puis dernier point, c'est impliquer toutes les parties prenantes, c'est impliquer les managers aussi, c'est eux qui vous fournissent souvent les variables, c'est leur faire valider aussi bien toutes les données qui vous remontent à travers l'outil ou à travers des workflows par exemple, mais aussi les salariés, savoir leur expliquer les bulletins de paye, leur savoir aussi leur laisser un canal de réponse ou de retour quand ils pensent qu'il y a une anomalie. Bon, souvent ils pensent, hein, mais où ils sont sûrs, c'est pas forcément une anomalie, mais c'est une mauvaise compréhension.
Donc ça aussi, ça vous permettra d'isoler un maximum d'erreurs. Très bien. Au niveau donc des pratiques, je vais rajouter des petits points, même si ça a déjà été évoqué par Magali ou Frédéric. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est les contrôles de paye, effectivement, en masse, par exemple, l'extraction de rubriques, pour comparer, voilà, si ça colle bien avec ce qui a été importé ou saisi manuellement. Il y a aussi les contrôles de rubriques du M-1 avec le mois M. Après, voilà, les outils de paye, ceux qui le permettent, hein. Il y a aussi les alertes de paye que nous, on a dans notre logiciel, hein, qui permettent d'identifier des points de vigilance. On a également, après, effectivement, les contrôles des PDF, hein, où on passe page par page, mais le problème, c'est que quand on arrive à 1000 pages de PDF à contrôler, au bout d'un moment, je pense que l'œil, il voit plus grand-chose et je suis pas sûre que ce soit très efficace à la fin. Voilà. Vous aviez parlé aussi, Magali, lors de la préparation de cette table ronde, les exigences RSE. Oui, c'est effectivement en lien avec ce que dit Dorothée. C'est sûr qu'on a tous connu des contrôles où on imprimait nos bulletins, où on devait aussi s'engager à avoir contrôlé un par un. Et on avait moi, j'ai connu des DG qui me disaient: t'as bien regardé tout le monde, hein, et le mois précédent. Oui, enfin bon, c'était un mois de vacances, il se passait rien, il n'y avait même pas les congés dedans, donc c'était assez vide. L'objectif, c'est sûr qu'aujourd'hui sur le RSE, c'est de s'interroger sur les contraintes de comment on contrôle en ayant de l'accès à effectivement des outils dématérialisés. On parlait de l'IA tout à l'heure. Clairement, ça peut être un sujet important. Et parmi les sujets importants qui en découlent, c'est le temps qui sera gagné, parce qu'on espère quand même tous gagner du temps, surtout sur des tâches moins passionnantes peut-être, pour développer du temps pour des tâches à valeur ajoutée. Alors ça, libre à chacun aussi de les lister, hein, ça dépendra des contraintes entreprises. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, pour les gestionnaires qu'on est autour de la table, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on serait amené à faire de plus ou mieux parce qu'on a un peu plus de temps. Dorothée, un mot? Oui, c'était aussi un point important, c'est d'avoir à disposition ou de faire une veille légale aussi, parce que justement, on doit aussi se tenir à jour. Et on n'a pas toujours quelqu'un qui peut nous aider en interne pour le faire, hein. Ça dépend de la taille des entreprises, mais c'est important aussi de comprendre ce qui se passe et pour pouvoir contrôler les payes de manière plus efficace. Aujourd'hui, quelles sont les innovations, on va dire, ou les outils qui vous semblent indispensables? J'en vois trois. Le premier, tu en parlais, Dorothée, sur le requêteur. Aujourd'hui, il est aussi sous-exploité. Aujourd'hui, le requêteur ou l'extracteur de données permet de construire des requêtes par thème. Si vous prenez le temps de vraiment identifier l'ensemble des risques, charges, brutes, primes, etc., construisez vos requêtes à partir de toutes ces données, va vous permettre de vérifier vos payes uniquement avec des requêtes. J'ai toujours contrôlé à peu près 2000 payes dans un poste précédent, uniquement avec des requêtes. On sortait 5 bulletins paye papier, uniquement pour vérifier la présentation papier, finalement, hein, l'encadrement, ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui ne soit pas visible. Mais tout le reste, pour moi, c'est du contrôle via des requêtes. Le deuxième point, c'est la qualité de la DSN. Aujourd'hui, on a des outils de contrôle. Cegid en a proposé un Cegid DSN Control qui fait le job. Ça permet d'identifier en amont, avant la clôture de la paye et avant l'envoi de la DSN, bien sûr, les anomalies pour éviter tous les retours qu'on peut avoir derrière, sans parler des CRM 126 et des DSN de substitution qui arrivent l'année prochaine. Et le dernier point, on en a parlé aussi tout à l'heure dans le débat précédent, c'est l'IA. Pour moi, l'IA aujourd'hui, c'est un sujet qui est émergent, qui arrive doucement dans la paye, mais qui sera demain indispensable. Et les gestionnaires paye doivent s'y intéresser aujourd'hui. L'appréhender aujourd'hui, c'est se préparer à ce qui arrive demain, parce que les contrôles de base, les tâches basiques seront faites par l'IA, j'en suis convaincu. Très bien. Mais les outils indispensables, pour moi, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, l'extraction de rubriques. Donc, à côté du requêteur, on a, ça dépend des outils, hein, bien sûr, mais l'extraction de rubriques, les journaux de paye, tout ce qui permet justement de contrôler en masse, qu'il n'y ait pas une rubrique qui n'a rien à faire là, qui remonte, voilà, des choses comme ça. Et les requêteurs, bien sûr, hein, qui permettent de fiabiliser les données pour justement contrôler par rapport au mois M-1, au mois M, par rapport aux données présentes aussi dans les dossiers des salariés. Contrôler tout ça, voilà, savoir s'il y a bien la mutuelle qui se déclenche bien, par exemple, des choses comme ça. Et donc après, tout ça, c'est important pour garantir des payes qui soient justes. Magali? Je suis en phase. C'est sûr que nous, on s'est interrogé chez Altea sur l'aspect contrôle IA.
On a essayé aussi de monter, mais alors plutôt sur du a posteriori, dans l'idée de brasser en fait 36 mois de données et de voir un petit peu quel recul on peut prendre pour mieux orienter aussi les conseils auprès de nos clients sur qu'est-ce que je contrôle, comment je priorise. On ne peut pas toujours tout faire. Donc l'idée c'est de prioriser avec le temps qu'on a. Et effectivement, un outil, alors certains diront que c'est pas un outil, mais le fait de communiquer, pour moi, c'est un sujet clé. Là, j'ai 2 missions en ce moment où le problème de base, c'est qu'on se parle mal ou pas ou trop tard. Donc c'est sûr que si on ne demande pas aux gestionnaires leur avis sur tiens qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'on prend pas ou pas qu'on n'a pas le temps de se poser la question de l'amélioration aussi de qu'est-ce qui n'a pas marché ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui nous attend demain. Il faut pas qu'on oublie qu'on gère de l'humain quand même dans la paye. On gère vaguement des salariés qui sont là et qui attendent après. Et c'est quand même un point névralgique que le salarié soit content parce qu'on sait tous qu'au recrutement ils ont parfois du mal à faire venir les gens. Donc il y a un côté, et ça a été évoqué, client interne qui est hyper important pour fidéliser et pour faire de la rétention des équipes qu'on prend le temps à former. Donc ça serait dommage qu'ils partent à cause de la paye. Voilà. Alors maintenant, si on pouvait un petit peu ouvrir sur l'avenir et inciter, en quelque sorte, à rester proactif, j'ai envie de dire, comment anticiper les nouveaux risques? Parce que le paysage, le paysage paye, on le voit, il évolue. On en parle depuis ce matin. On a parlé de bulletin simplifié, réforme du fait générateur, labellisation, etc. Quels sont les nouveaux points de vigilance que vous voyez arriver dans les mois à venir pour les contrôles paye? Pour le fait générateur, on en a parlé un peu ce matin. Clairement, c'est d'avoir un logiciel de paye capable de gérer cette subtilité de la rétroactivité, ce qui paraît aujourd'hui sur Cegid parfaitement maîtrisé. Ce n'est pas le cas forcément dans d'autres logiciels qu'on peut connaître ou pas d'ailleurs, tant mieux. Donc ça, c'est d'avoir un logiciel de paye qui soit bien positionné pour affronter les futures réglementations à venir, comme le fait générateur, etc. Et la DSN, bien sûr, je le redis. Mais demain, la DSN prendra, à mon avis, beaucoup plus de place encore qu'aujourd'hui que la paye. Et voilà, les outils de contrôle et la DSN devraient même être plus contrôlés que la paye, quoi, bientôt. En tout cas, elle prend beaucoup de place en 2027. On a entendu que cette année-là, ça va être chargé. C'est bizarre, il va se passer plein de choses en 2027. Non, mais c'est blague à part. Moi, j'avais envie de parler un peu aussi des risques plutôt IT ou Internet. On a tous été, je pense, fichés fichés au sens anglais, avec un RIB qu'on reçoit. Et il faut vraiment avoir des processus aussi pour permettre de vérifier que on n'est pas en destinataire de quelqu'un qui serait en train d'usurper une identité. Et c'est sûr que ça, ces nouveaux risques qui seront alors, on souhaite une IA propre et qui n'ait pas d'hallucination, mais le vrai risque dans l'innovation, c'est aussi d'oublier, là encore, que l'humain est quand même la clé. Parce que l'IA peut avoir des hallucinations, certes, des personnes qui enverraient des informations fausses, il faut aussi les détecter. Et ça, l'IA pourra faire une partie. Mais il ne faut pas oublier que l'humain devra rester en bout de chaîne là aussi pour apporter la qualité d'un raisonnement humain qui est normalement supérieur. On arrive pratiquement à la fin de cette table ronde. Quel est le message que vous souhaiteriez transmettre à l'audience et à celles et ceux évidemment qui nous regardent derrière leur ordinateur? Moi, c'est surtout le message central, de surtout ne pas se sentir seul. Je le disais tout à l'heure, moi j'interviens souvent en pompier, non pas que j'aime particulièrement le feu, mais l'objectif c'est de se dire, et ça a été un petit peu évoqué au long de la journée, on peut être face à des situations difficiles, que ce soit en mode projet, que ce soit en mode quotidien, que ce soit parce qu'il y a un congé mat, un congé maladie, une absence, quelque chose qui fait que le service peut être assez vite déstructuré et traiter 2000 bulletins, si c'est avec 5 outils et qu'on est tout seul, ça peut être difficile. C'est pas forcément le chiffre, en tout cas, qu'on fait seul habituellement. Donc il faut se dire que voilà, il faut en parler à sa direction et il faut aussi envisager d'autres solutions pour se faire aider, parce qu'on voit bien que ça peut aussi avoir des conséquences chiffrées ou humaines assez lourdes de traiter la paye. Frédéric? Je dirais aujourd'hui un gestionnaire paye ou un responsable paye qui maîtrise ses contrôles, c'est un peu le super-héros discret. Quand tout va bien, on ne parle pas de lui, on n'entend pas parler du service paye, mais quand il y a un couac, un retard de paiement, un retard des virements ou un écart sur les charges au moment d'un contrôle URSSAF, là, on prend conscience quand même du rôle essentiel de la bonne maîtrise de ce service et de ses contrôles. Dorothée? Oui, tout à fait. Effectivement, la paye, c'est le travail de l'ombre. C'est un service support. Personne ou pas grand monde nous connaît physiquement dans les salariés.
Et en tout cas, dès qu'il y a une erreur, voilà, c'est tout de suite pointé du doigt, effectivement. Ce qui est important, surtout, c'est de comprendre les bulletins pour pouvoir justement les expliquer aux salariés, que ce soit par les mails ou aux clients, hein, pour ceux qui travaillent pour des clients, mais de pouvoir vulgariser le langage pour expliquer comment est calculé le maintien de salaire, s'il n'y a pas de subrogation ou s'il y a de la subrogation, enfin, dans tous ces cas-là, une base CSG par exemple, etc., ou le net imposable en ce moment au moment des déclarations, on a tous la question. Donc voilà, pour bien comprendre, bien sûr, il faut être formé aussi, et ce n'est pas toujours le cas. On est souvent un peu laissé de côté, entre guillemets, parce que les formations, il n'y en a pas toujours. Il n'y a pas toujours des formations, en tout cas, qui sont mises en place pour un gestionnaire de paye dans une entreprise. Donc c'est bien aussi de sensibiliser nos responsables là-dessus et de pouvoir avoir sollicité en tout cas des formations, même des petits ateliers courts. Il y a des webinaires aujourd'hui qui sont faits aussi en ligne, qui sont accessibles. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils de veille. Il y a le boss aussi qui existe, comme on disait ce matin. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont là pour nous aider. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Vous voulez ajouter un dernier commentaire, Magali? Bah écoutez, je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours, mais c'est sûr que c'est un métier qui n'est pas évident parce que tu l'as évoqué, Dorothée. On en parlait avec un client la semaine passée. Ils ont fait des statistiques sur le nombre de tickets qu'ils recevaient. Ils ont des tickets déjà, ils sont bien dotés. Et en fait, grosso modo, 9 tickets sur 10, c'était en fait pas une erreur, c'était une question, mais qui était pris pour une erreur par le salarié. Et on a une image, alors là aussi, de bout de chaîne, qui fait que c'est forcément, c'est un petit peu ce qu'on disait au tout début de cette table ronde, mais c'est forcément la faute du gestionnaire de paye, ce qui est souvent faux. Malencontreusement, on peut faire une erreur, mais c'est pas l'objet de la discussion là. C'est de se dire effectivement comment on peut changer d'image, parce que la paye, on n'y pense pas, sauf quand ça va pas, en fait. Dans les autres services en tout cas. Tandis que dans les services paye, tous les mois, on a un calendrier, c'était évoqué tout à l'heure, et il faut le respecter au cordeau parce que derrière, on a des échéances qui arrivent. Donc c'est un métier assez stressant pour rapper, mais que, en tout cas, tout le monde fait avec brio. Et il y a un associé chez nous qui dit souvent que personne ne fait exprès de mal faire son boulot. Donc en général, quand il y a des erreurs, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et ça, c'est le mot de la fin pour moi. Parfait, merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions depuis la salle ou des commentaires d'ailleurs? Je m'en fous, je resterai comme On ça sent ta pendant 5 minutes. solitude, Fred. S'il n'y a pas une question, je bouge pas, je m'en fiche. Non? Même une question que j'ai déjà posée. Bon. Marianne, help me. Il y a une question, pardon, excusez-moi. Parce qu'on a les projets en pleine figure. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, puisque depuis ce matin, on entend parler finalement d'une grande technicité qui est arrivante dans ce métier de contrôle de gestion, sans parler de l'IA qui va encore plus révolutionner tout ça. Mais de l'autre côté, on entend aussi parler ce matin, par exemple, de personnes qui ne sont même pas extrêmement bien formées, parfois sur même Excel. Comment on fait aujourd'hui quand dans les entreprises, ces personnes sont responsables du contrôle pour gérer ce gap en fait, technologique entre une partie de la population qui n'a pas forcément les connaissances modernes et des technologies de pointe. Comment vous gérez, vous suggérez des solutions pour gérer ce gap-là? C'est une bonne question. C'est vrai que moi, je suis déjà intervenue, en tout cas, pour à la fois du coaching sur l'approche. On m'a mis une fois sur une mission, donc 20 000 personnes, et on me dit, Magali, regarde, voilà, on a mis un tel. Bon, alors, il connaît rien à la paye, mais c'est lui le nouveau responsable de paye. Bon, tu vas le C'est coacher. pas mal ça. Donc je n'ai rien contre les quinquas, mais c'est vrai qu'il en avait un peu rien à faire de la paye. Je le revois sortir, c'était l'année de la mise en place du pass. Donc il arrive, il me dit regarde, c'est un tel qui a le plus gros pass de la boîte. Ah oui, c'est formidable. Donc des fois on part de loin et on peut pas tout faire. Donc le coaching, j'ai arrêté au bout de 6 mois parce que c'était pas possible. Mais on les forme. En tout cas, on essaye de les former, de les accompagner. Souvent, les directions vont dans ce sens-là parce que c'est une forme de GPEC aussi, hein. Il y a d'autres activités où on met des gens qui ne connaissent rien à rien sur un sujet. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde. Donc on peut aussi orienter, et c'était le concept de la GPEC quand ça s'appelait encore comme ça. On peut structurer les gens et les orienter aussi vers plutôt des postes d'opérateurs de saisie, ou comme à l'ancienne, j'allais dire, ou plutôt d'autres missions, ou pour faire carrément une VAE et réorienter. Parce que sur un sujet où quelqu'un ne connaît pas du tout Excel, on peut le former. Sur un sujet où il manque des réflexes, c'est un peu plus difficile. Donc, un peu ce qu'évoquait tout à l'heure un collègue, l'objectif, c'est de se dire, voilà, d'où part l'écart à combler.
Et parfois, on peut les rattraper aussi. Je donne un exemple catastrophique pour démarrer, mais parfois ça marche. Et l'accompagnement, c'est important. Est-ce que ça répond à votre question? Non, je vais faire ça maintenant, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions depuis la salle? Sinon, évidemment, on va les prendre depuis Internet. Ok, pas de questions donc depuis la salle. Marianne, Alors, j'ai une talk to me. question. Vous m'entendez? Question technique. Quelle méthode utilisez-vous pour vérifier la cohérence entre les absences signalées et leur impact sur la paye, congé, arrêt maladie, etc. Ah, voilà une bonne question. Comment, Dorothée? En tant que la seule gestionnaire paye parmi les trois aujourd'hui. Bah, on en a fait aussi, mais c'est pour peut-être toujours la monopole. C'est plus récent, oui. Alors, aujourd'hui, pour contrôler, déjà, il y a le fameux contrôle des PDF où on peut regarder les calendriers sur le côté pour ceux qui en ont, parce qu'il n'y en a pas toujours. Mais nous, on en a sur le côté. Après, sinon, nous, en fait, c'est simple, les absences qui ne sont pas validées par les managers, surtout congés payés, RTT, jours de repos, etc., en fait, ça ne remonte pas en paye. Donc, en fait, tant que ce n'est pas validé, ça ne remonte pas en paye. Donc, en fait, nous, on valide en masse après, en début de mois suivant, pour que ça remonte en paye suivante, en régularisation. Parce que c'est quand même le rôle du manager. Donc, voilà, on le disait, les parties prenantes, les responsables, les managers, ils ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Donc, s'ils ne valident pas, ce n'est pas nous qui allons valider les congés payés des 3000 collaborateurs en France, pour Cégide en tout cas. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, on fait ça. Et après, pour tout ce qui est maladie, arrêt maladie, ça remonte systématiquement en paye dans notre outil. On n'a jamais eu d'arrêt maladie déclaré qu'on signale et qu'après, il ne remonte pas en paye. Ça, je pense qu'après, c'est plus une erreur d'outil. Mais en tout cas, voilà, pour ces contrôles-là. Et après, on peut également exporter les absences via aussi des requêtes, tout simplement, pour contrôler tout ça. Là, tu soulèves un point clé, c'est aussi le qui fait quoi, parce que ça peut arriver en paye qu'on finisse par valider des absences, mais c'est parce que elles sont passées, et du coup, ça se permet de sensibiliser. Il y a un gros rôle de sensibilisation, hein. La paye peut être attachée au RH ou à la finance, mais en réalité, on fait un peu plus de RH d'un point de vue humain, là encore. Et sensibiliser, c'est un gros rôle du poste. Effectivement, tu le citais, les absences, selon l'organisation de l'entreprise, bien sûr, mais souvent, c'est issu des plannings des managers. Donc, impliquer, comme je disais tout à l'heure, les managers dans la qualité de leur saisie dans l'outil de gestion des temps, par exemple, sur les absences qu'ils vont saisir, parce qu'elles ont un impact direct sur la paye de leurs collaborateurs. S'ils ont bien conscience de ça, et si on les rend responsables de ça, le salarié ira voir son manager en disant là, j'étais pas malade ou j'étais pas en congé. Donc, ils feront le lien aussi comme ça, ils prendront conscience de leur impact d'une saisie erronée au niveau de leur équipe. Effectivement, c'est déjà arrivé en fait où un manager n'avait pas validé et en fait on valide à sa place et finalement le collaborateur il a dit comme c'était pas validé, j'étais pas parti en congé. Bon, ça c'est plus rare, mais il y en a qui sont honnêtes et qui quand c'est pas validé ils partent pas. Oui, bon, très bien, voilà. On peut durer longtemps, nous, Fred. Il ne faut pas nous poser des questions. Oui, non, mais c'est très bien. Moi, au contraire, c'est riche et c'est de l'enseignement. Et puis, ça a peut-être généré d'autres questions depuis la salle. Non. Une autre question, Marianne? Non plus. Pas de questions non plus là. Voilà. Écoutez, je vous demande d'applaudir une nouvelle fois. Et merci pour toute cette richesse de précision, Magali, Dorothée et Frédéric.